Bonjour. Bonjour et bienvenue dans ce 112e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode le 18 septembre 2025. Je suis Adrien Clairboy, accompagné de Christophe Peunier. Bonjour Christophe. Bonjour. Et Denis Voituron. Bonjour Denis. Salut, salut. Comment allez-vous bien les deux? On va super bien. Ça va bien. Dans les préparatifs pour un petit événement qui a lieu la semaine prochaine? Ouais, pour le Blazor Day, ouais, le 25. Si vous n'êtes pas encore inscrit ou si vous n'avez pas encore les infos, blazorday.net et évidemment, vous recevez tout ça. Vous pouvez vous inscrire, comme ça vous recevrez un petit mail de confirmation au moment où l'événement apparaîtra. Parce que vous avez espoir que nous allons publier cette vidéo là dans les 7 jours. Oui. Ah ouais, moi, la vidéo elle va être publiée, on est ici jeudi, si je dis bien, ouais, jeudi. Donc vendredi, samedi, ça va être publié. Donc ouais, non, ils auront le temps, ils auront encore quelques jours pour pouvoir s'inscrire et pour pouvoir assister à cet événement qui a lieu pour nous au niveau de l'Europe vers 17h, je pense. Mais bon, c'est ça. Fonction. Et parmi les speakers, on va voir qui? Ah ben, on a de très grands speakers. On a notamment Dan Ross, qui est le PM d'ASP Netcore, et donc de Blazor aussi. Il y a plein d'autres personnes. On a Vincent Bibier. On a James Monté Magno. On a Roquefort de Loca. On a Tim Purdom. On a Johan Marius. On a Sergi Gomez. On a Jimmy Engström. Est-ce que j'en oublie? Non. Ouais, t'as oublié le plus important. Qui donc? Et Beck Massy de Microsoft. Notre Master of Ceremony, comment s'appelle-t-il? Ah oui, Laurent. Le célèbre Laurent Bugnon. Laurent Bugnon. Oui. Ouais. Ça, c'est la Dream Team qu'on montre à l'écran. Donc voilà. Donc des speakers de renom, puisque c'est des gens qui sont très bien experts dans leur domaine, de très bons speakers aussi, donc c'est toujours intéressant évidemment aussi. Et donc il suffit d'aller sur blazorday.net, vous avez un petit bouton register. Évidemment tout sera en anglais, puisque c'est une session, ce sont des sessions internationales. Bon, maintenant avec les sous-titres qui apparaissent sur YouTube ou bien dans vos logiciels de traduction, ça sera assez facile à mettre en place, je pense. Exactement. Bon, revenons à nos moutons. Denis, oui. Récemment, on s'est rencontrés ce lundi, en fait, à Jean-Loup, dans ton ancienne boîte qui s'appelait Onirix. Ouais. Et on a fait un petit événement, une petite soirée qui s'appelle le VS Code Dev Day. Un petit truc assez sympa qui nous a permis de faire un afterwork pendant une petite soirée avec des pizzas, des bières à la fin. Ouais. On avait aussi notre ami Christophe qui était là pour faire la partie mentoring pour les workshops. Donc tout ça, c'est super cool. Le seul problème, c'est qu'on a frustré certaines personnes quand on a fait notre com, comme Pierre Large sur LinkedIn, qui nous a gentiment dit super initiative les gars, par contre, c'est pas retransmis, c'est pas en direct, donc on s'est dit pourquoi pas reprendre ça et de venir le mettre dans DevApps. Et donc aujourd'hui, Denis, on te redonne à nouveau la scène comme lundi pour nous expliquer ce que c'est VS Code à l'heure de l'intelligence artificielle. Ouais. VS Code et GitHub Copilot et donc de l'IA, effectivement. Donc, le plus simple, c'est de montrer les slides, si tu peux les mettre à l'écran. C'est parti. Voilà. Donc, oui, on va d'abord commencer par une brève présentation de VS Code pour ceux qui ne connaissent pas. Je pense qu'il n'y en a pas énormément, donc on va aller assez vite sur cet aspect-là. Et on va ensuite examiner toute une série de nouvelles fonctionnalités de l'éditeur open source qui transforme véritablement VS Code en éditeur de code argentique, comme on dit. Donc, un Argentic Code Editor, c'est en fait simplement un éditeur de code qui ne va plus se limiter à l'autocomplétion ou la coloration syntaxique, l'IntelliSense, mais il va agir vraiment comme un agent intelligent capable de prendre des initiatives dans le processus de développement. Donc, c'est vraiment faire du pair programming. Si vous avez connu cette époque où on parlait, enfin on en parle toujours, mais de pair programming, donc vous allez avoir ici à votre disposition en permanence quelqu'un à côté de vous. Vous pourrez lui poser les questions, il va pouvoir vous répondre, mais il va pouvoir aussi interagir. Donc si par exemple il doit faire un .NET Build à votre place pour vérifier que le code compile, il va vous poser la question si vous l'autorisez ou pas, et puis il va lancer toutes les commandes qu'il faut pour modifier le code, le compiler, lancer les tests unitaires, vérifier que tout marche, éventuellement modifier le code si jamais il y a des problèmes, jusqu'au moment où votre réponse et votre demande initiale aura été acceptée et complètement terminée. Alors, dans cette présentation, je disais qui je suis. Je pense que beaucoup d'entre vous me connaissent.
Je suis maintenant engagé chez Microsoft en tant que Principal Software Engineer et je travaille dans l'équipe et la team Copilot Studio, donc qui se charge aussi de faire de l'IA. Si vous voulez plus d'infos à ce niveau-là, vous avez juste besoin d'aller sur aka.ms/Copilot Studio et vous verrez tout ça en détail. Qu'est-ce qu'on va faire donc aujourd'hui? Introduction à VS Code, je viens de le dire, éditeur de code IA open source, et puis ensuite on va directement apparaître dans la démo. Je pense que c'est le plus intéressant, c'est de commencer directement avec ces aspects de démonstration et d'arrêter d'expliquer sur des slides et de manière un peu théorique. Mais donc on va utiliser VS Code. VS Code, ça fait partie de la famille des outils de Visual Studio. Donc Visual Studio, c'est plus de 50 millions de développeurs actifs mensuellement. Et il y a également tous ces utilisateurs, tous ces développeurs qui utilisent désormais GitHub, qui représentent plus de 20 millions d'utilisateurs GitHub Copilot et 150 millions de développeurs qui utilisent GitHub au quotidien. Donc ça, c'est quelques infos. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire ça, c'est regarder comment fonctionne ce mode de discussion, de chat et d'agent. Donc, on voit un petit peu en bas, pour ceux qui connaissent déjà, vous avez une sélection d'un agent. Et cet agent, on peut lui poser des questions, on peut lui faire des interactions en lui demandant de se connecter sur GitHub, de récupérer des infos pour pouvoir directement venir manipuler et exécuter des commandes. Là, par exemple, en utilisant des données qui viennent de Figma, pour pouvoir tracer le design qui est représenté dans un visuel Figma pour l'obtenir de manière similaire à l'intérieur de votre VS Code. Alors, VS Code, je l'ai dit, pour ceux qui ne le maîtrisent pas, c'est un outil open source que vous pouvez télécharger très facilement et vous pouvez le personnaliser, c'est une de ses forces principales, c'est on code avec toute une série d'extensions. Donc, on peut le personnaliser avec des fonctionnalités alimentées par IA à partir d'extensions et de modèles context protocol, on va le voir par après, mais vous pouvez également créer vos propres extensions. Donc, si vous devez travailler et développer, on va dire dans quasiment maintenant n'importe quel langage, VS Code va être adapté pour ça. Donc, vous pourrez développer en JavaScript, en C#, en Java, en TypeScript, en C++, voire même avoir des extensions qui vont optimiser votre travail sur du JSON, du PowerShell et tout ce que vous voulez à ce niveau-là. Donc, vous avez juste un VS Code Marketplace. Il y a énormément, des centaines, des milliers d'extensions disponibles qui vont certainement répondre à toute votre demande et à vos souhaits sur tout ça. VS Code est entièrement personnalisable. Donc, vous pouvez le personnaliser, notamment, par exemple, en mettant des thèmes. Vous avez un thème clair, un thème foncé. Vous avez différents thèmes, clairs, foncés. Vous pouvez choisir les couleurs de ce que vous voulez au niveau coloration syntaxique. Donc, ça, c'est du classique. Vous pouvez évidemment synchroniser tous ces paramètres pour les partager avec vos différentes instances de VS Code. Vous avez un ordinateur pro, un ordinateur perso. Vous pouvez synchroniser tout ça pour obtenir toutes ces infos et ces mêmes paramètres sur tous vos environnements. Et si vous voulez même partager avec des collègues des profils, ou pour vous avoir des profils différents, vous pouvez créer des profils en fonction de, par exemple, du langage dans lequel vous travaillez. Donc, par exemple, moi, j'ai créé un profil pour tout ce qui est rédaction de documents dans mon blog. Donc, j'ai tout ce qui est optimisation pour Markdown et ce genre de choses. Et puis, j'ai un profil C# et j'ai un profil pour tout ce qui est développement web, si je dois faire du TypeScript ou du JavaScript de manière un peu plus approfondie, avec des outils Sling, par exemple, et ce genre de choses. Donc, les profils, vous pouvez évidemment les créer, switcher d'un profil à l'autre, vous pouvez l'exporter pour l'envoyer à vos collègues, si eux sont intéressés par ça aussi. Autre avantage avec VS Code, c'est que vous pouvez aussi coder où vous voulez. Donc VS Code, vous avez l'outil à installer sur votre machine, que ce soit Windows, Linux, Mac, mais vous pouvez aussi utiliser vscode.dev et vous allez avoir quasiment le même environnement sur un environnement online. Donc vous pourrez contrôler votre code source, vous pourrez accéder à CodeSpace si vous voulez compiler votre code et vérifier le contenu, vérifier la manière dont tout ça fonctionne. Mais si vous devez simplement modifier quelques fichiers, par exemple pour les mettre dans une pull request et les renvoyer sur GitHub, vous pouvez très facilement utiliser vscode.dev ou github.dev et pas github.com. Mais github.dev, vous allez exactement arriver aussi sur le même environnement et c'est, à mon sens, parfois un peu plus avancé que github.com, notamment pour tout ce qui est vérification de pull request. Bien évidemment, vous avez des extensions, mais vous avez toutes les fonctionnalités déjà intégrées dans VS Code, donc tout ce qui est terminal intégré, l'exécution du code, donc un bouton play bêtement pour pouvoir exécuter votre code, gestionnaire de code source, je l'ai dit, avec principalement Git,
des tâches de compilation, l'historique, les thèmes, l'accessibilité, le support pour tout ce qui est projet web. Tout ça se retrouve déjà intégré et tout est en open source. Donc c'est un projet VS Code, c'est un projet open source, mais les intégrations de GitHub Copilot Chat au sein de VS Code sont également disponibles en open source. Donc je vous demanderai d'aller le voir à ce moment-là sur les différents repos GitHub si vous voulez avoir plus d'infos sur ces sujets. Alors on en a parlé, mais on va aller plus en profondeur dans le mode agent. Donc le mode chat, c'était le mode, on va dire, de discussion avec le moteur LLM, le mode un peu classique. Maintenant, on a à notre disposition un mode agent. Et ce mode agent, il va lire le code, votre code, le fichier ou l'ensemble du code, et il va pouvoir lui-même apporter des modifications, voire créer des nouveaux fichiers, exécuter des commandes dans le terminal, vérifier que ces commandes s'exécutent correctement, et si pas, venir remodifier de manière récursive, de manière complémentaire, pour pouvoir finalement arriver à une solution qui correspond à votre demande. Vous avez tous les outils avec différents modèles. Donc, par exemple, ici, sur l'exemple, le Claude Sonnet 4 qui est disponible. Vous avez évidemment GPT, GPT-4, GPT-5. Il y en a plein de modèles de chat dispo. Et si vous n'avez pas tout à votre disposition, que vous voulez rajouter des fonctionnalités, on le verra, on va pouvoir également utiliser des serveurs MCP, le modèle Context Protocol, qui, en gros, je spoil un peu, mais c'est fournir des pipelines, des outils qui vont vous permettre, depuis votre moteur de chat, d'accéder à du contenu qui se trouve en dehors de votre environnement. Par exemple, vous devez accéder à GitHub. Microsoft a développé un MCP serveur pour GitHub, où là, vous allez pouvoir lui dire, tiens, va lire l'issue numéro 3, récupère tout ce qui se trouve à l'intérieur de cette description, et résout-moi le problème, traite-moi cette issue, et crée-moi une pull request avec ça. Donc c'est évidemment assez pratique. Vous pourrez créer aussi votre MCP serveur si vous avez envie, c'est assez simple, et on pourrait les intégrer, ça pourrait faire l'objet d'un prochain podcast si on a encore l'occasion. Donc vous pouvez utiliser des modèles déjà disponibles dans GitHub Copilot, mais vous pouvez également utiliser des modèles qui sont propres à votre entreprise ou que vous auriez des abonnements sur d'autres modèles qui ne sont pas fournis en standard. Vous avez juste besoin d'insérer la clé pour accéder à ces modèles et vous pouvez ainsi les utiliser en ajoutant donc un expert à votre code, donc juste un panneau dans lequel vous pourrez dialoguer et continuer à travailler. Non seulement en lui posant des questions, mais il faut savoir évidemment que le module d'IA, le chat, il va répondre comme vous, donc il va utiliser vos propres conventions de nommage, il va utiliser votre propre base de code pour pouvoir fournir des fichiers qui correspondent à votre entreprise et à vos besoins. Bien entendu, tout ce qui est IntelliSense, qui existait avant, sans ces systèmes d'IA, ils ont été grandement améliorés. Donc maintenant, on va pouvoir continuer à écrire du code et il va nous proposer au fur et à mesure des morceaux de petits codes, des snippets, en nous disant, tiens, voilà, moi j'estime que ça serait intéressant pour être complémentaire à votre code. Donc c'est un compagnon, GitHub Copilot, c'est un compagnon intelligent. Il vous met du suggestion de code en temps réel, des commentaires sur votre code, des propositions de modification. Il utilise tous les modèles GPT existants ou autres. Il fait des commandes inline, il a le mode agent, et tout ça sera disponible aussi bien à l'intérieur de github.com, de VS Code, de Visual Studio, notamment la prochaine version intégrera ça encore de manière encore plus approfondie, la prochaine version de Visual Studio. Mais vous aurez ça également dans Xcode, dans JetBrains, dans NeoVim, dans Azure, etc. Donc il y a plein d'outils. Avec le même abonnement, GitHub Copilot, vous pourrez l'utiliser dans tous ces environnements avec une seule subscription. Donc maintenant, l'avantage, c'est que les développeurs, ils vont pouvoir travailler vraiment sur ce qui les intéresse. Moi, personnellement, je suis plus intéressé par faire du développement, du coding. On estime que dans le développement d'une application, la phase coding à proprement parler, elle représente peut-être 14% du temps de travail du développeur. À côté de ça, il y a la phase de testing, du bug fixing, la documentation, l'architecture, le déploiement, etc. Enfin bref, vous allez pouvoir vraiment vous concentrer sur votre tâche et demander ou sous-traiter d'autres opérations à votre agent et vous simplifier nettement la vie par rapport à ça. Donc GitHub Copilot, il va vous aider pour tout et notamment dans mon cas, principalement sur l'aspect coding. Le mieux, c'est peut-être maintenant de passer à la démo et d'arrêter de parler et donc de commencer de rentrer dans VS Code. Donc si j'ouvre, si j'ouvre mon environnement de développement, voilà, je vais zoomer un petit peu.
Je suis ici parti, on vous donnera le GitHub si vous voulez, également les slides si vous voulez avoir plus d'infos sur ça. Mais donc si vous voulez avoir le projet, c'est un simple projet, c'est quasiment le projet de base de Blazor. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de ce projet? Quasiment rien. On a une page Home qui contient juste Hello World, a priori pas grand-chose, et on a juste rajouté ici des images dans un dossier pour les animaux, pets, avec des chats, des chiens, des chiens bizarres, je ne sais pas ce que c'est, et des autres avec des images un peu génériques, l'hôtel, des parcs. Un hérisson, Denis. Un hérisson, voilà, c'est ça, voilà, tout à fait. Heureusement que vous êtes là hein, pour m'aider. Si j'exécute ce code, ben, qu'est-ce qu'il va faire? .NET Run, oups, .NET Run projet, le mypetVenues.csproj. Il va le compiler, il va l'exécuter, bah, il ne va pas m'afficher grand-chose jusqu'à présent, puisque ça sera juste le Hello World. Donc si je prends cette adresse-là et que je l'ouvre dans mon navigateur, qui apparaît sur mon autre écran, le voilà. Voilà, il m'affiche Hello World, pas grand-chose. On va mettre ça sur le côté, puisqu'on va se charger de venir modifier ça tout à l'heure. Alors, avant de commencer vraiment de travailler avec VS Code, ce qu'on va vouloir regarder, c'est déjà, est-ce qu'on a activé les bons paramètres? Donc, je vais d'abord aller dans mes settings. Et dans mes settings, alors mon clavier est un peu sur le côté, donc je vais certainement faire encore plein de fautes en tapant. Voilà, dans mes settings qui se trouvent là, je viens ici demander de regarder tout ce qui est Coding Agent. Et dans Coding Agent, je vais regarder déjà une première case qui est bien cochée, c'est la GitHub Pull Request. Alors ça, GitHub Pull Request, pourquoi j'ai ça? Tout simplement, on va mettre ça un peu sur le bas, parce que je suis venu installer plusieurs extensions. Évidemment, la première, c'est GitHub Copilot. GitHub Copilot ou GitHub Copilot Chat, les deux sont liés. Si j'installe le chat, il va m'installer GitHub Copilot. Si j'installe le GitHub Copilot, il va venir m'installer le chat automatiquement. Donc, si vous installez ça, ben, vous aurez à votre disposition la partie chat qui paraîtra ici sur le côté. Et je suis venu rajouter également une autre extension qui est une GitHub Pull Request. Et cette GitHub Pull Request, ben, elle va me permettre d'utiliser l'IA pour pouvoir créer mes pull requests et ça va être quand même intéressant tout à l'heure. Donc, je viens juste voir si cette case est bien cochée pour pouvoir utiliser ce mode agent dans ma GitHub Pull Request. Vous voyez que c'est actuellement, à l'heure où on se parle, en mode expérimental. Je viens également voir si j'ai bien le Coding Agent UI Integration, qui est aussi en expérimental, et ça me permet d'avoir l'intégration graphique, et notamment d'avoir ce petit truc qui apparaît ici, donc d'avoir des statistiques, non, ça apparaîtra après, des statistiques, ça va apparaître sur le AI Stat. Voilà. En ayant coché le AI Stat, vous avez simplement ici des statistiques sur est-ce que j'utilise plus le module de chat ou bien le inline typing, mais surtout ce qui m'intéresse, c'est de voir quel est dans mon abonnement, quelle est la quantité de requêtes que j'ai effectuées et à quel niveau je me trouve par rapport à mon abonnement. Donc, est-ce que j'ai épuisé ou pas toutes mes ressources liées à mon abonnement GitHub Copilot. Ce que je vais voir aussi, c'est en utilisant Agent Sessions, je voudrais voir si j'ai le Agent Session, où est-il ici? Le Agent Session View Location, voilà, là, qui est mis en mode View, ce qui me permet d'avoir cette icône et qui me permet de visualiser l'historique de mes sessions, si je veux aller retrouver mes sessions par après, par rapport à tout ce que j'ai trouvé et avoir notamment d'autres paramètres, on verra par après, un peu plus de débugage. Un autre paramètre intéressant à connaître, c'est le max request. Le max request, par défaut, je pense qu'il doit être mis à une centaine, une valeur 100 à peu près. C'est le nombre de requêtes autorisées par le mode agent. Je vous ai dit, quand on va utiliser ce mode agent, il va interroger le serveur, enfin le chat, il va récupérer des informations et il va essayer de modifier votre code. Sur base de ça, il va réinterroger le mode chat, il va récupérer des infos, réexécuter d'autres commandes, donc il va avoir un jeu d'aller-retour. Évidemment, ce jeu d'aller-retour, ça va prendre un certain nombre de tokens pour pouvoir communiquer avec le LLM. Par défaut, il est limité à 100. Si vous voulez vraiment avoir une gestion complète, ben, vous pouvez l'augmenter pour éviter d'avoir des sortes, entre guillemets, de timeout, de nombre de requêtes atteintes.
Et le dernier point que vous pouvez vérifier, modifier ou pas, c'est l'auto-approve. Vous pouvez demander d'auto-approuver quand il fait ses opérations de communication, donc de dire, tiens, ben, quand c'est des exécutions de commandes de type mkdir, je veux qu'il m'auto-approuve ça ou pas. Donc je peux spécifier quelles sont les demandes que je veux autoriser à réaliser de manière automatique, voire d'autres que je veux approuver à chaque fois. On verra, il y aura un petit pop-up qui apparaîtra à chaque fois qu'on va vouloir exécuter, qu'il va vouloir exécuter une opération à ma place. Donc une fois que ça c'est fait, autre chose qui est présent à l'intérieur de ce repo et dont on va en parler tout à l'heure, c'est un dossier GitHub dans lequel je vais pouvoir venir placer toute une série de choses pour automatiser les processus. Et ils sont dans ce dossier GitHub, donc ils vont pouvoir être partagés avec mes collègues, notamment par exemple des prompts. Je vais pouvoir lui dire, bah, tiens, voilà un prompt que je veux pouvoir exécuter dans certains cas. C'est un prompt qu'on exécutera d'ailleurs tout à l'heure. J'ai également des prompts concernant des étapes concernant les workflows, concernant les chat modes, je vais pouvoir créer des chat modes ici, et des instructions que je vais pouvoir lui donner, où à chaque fois, il va pouvoir lire ce fichier Copilot Instruction pour pouvoir respecter certaines règles en termes de performance, en termes de coding. Est-ce que j'accepte certains formats? Par exemple, ici, je vais utiliser que des fonctionnalités C# 12 si c'est possible. Je veux utiliser les principes solides pour pouvoir faire mes développements et ainsi de suite. Donc, je peux mettre toutes mes requêtes et mes bonnes pratiques à l'intérieur de ce fichier. Une fois que ça c'est fait, ben, je peux simplement cliquer sur ce bouton pour pouvoir venir l'interroger. Et donc, j'ai mon panneau dans un premier temps, Ask, donc mon panneau de discussion qui va être disponible. J'ai à ma disposition plusieurs modèles. J'en ai toute une série ici, moi, qui sont disponibles avec mon abonnement de Microsoft. On va utiliser le GPT-5 mini qui est pour le moment gratuit, à 0. Donc, ça va être suffisant pour pouvoir faire nos différentes étapes. Donc, par exemple, je vais pouvoir lui poser comme question. On va commencer par interroger en anglais, et on passera au français par après. Give me an overview of this full application. Alors là, je lui dis de l'application complète. En utilisant le dièse, je vais pouvoir venir rajouter des informations contextuelles par rapport à ce que je veux travailler. Donc si par exemple, je vais lui dire, je fais référence à un fichier Markdown, un fichier JavaScript, un fichier C# ou une image, je peux l'indiquer. Et j'ai différents codes, notamment, je peux lui dire, utilise tout mon code. Donc, fais une référence à mon application complète, Codebase. Et, Codebase, et je lui dis reply in French. Enter. Donc là, il envoie cette demande LLM à mon serveur. Il va utiliser des références. Donc il me dit ici, tiens, on m'a demandé de regarder par rapport au Codebase et d'avoir un overview. Je vais aller voir ce qu'il y a déjà dans mes Copilot Instructions. Et donc il me dit, tiens, voilà un plan rapide. Je vais te donner un aperçu structuré de ton application. Donc j'arrive sur un projet, je ne connais rien du tout. Voilà le type de demande, de prompt qu'on va pouvoir lui fournir pour dire, donne-moi une explication de que fait ce projet. Donc le type de projet, une application Blazor WebAssembly Frontend, ok. Le client est contenu dans le dossier MyPetVenues qui est là. Le dépôt est lié au SLN qui se trouve ici. Les points d'entrée se trouvent dans programme.cs. Je peux cliquer dessus pour évidemment directement obtenir le contenu de ce fichier. Je peux voir la structure des dossiers qui sont présentés, les artefacts, etc. Donc, bref, il y a plein de choses, plein de bazars qui sont présentés et que je peux lire pour obtenir plein d'infos sur base de ça. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de fournir dans cette application je voudrais créer un Product Requirement Document. Et donc, je veux créer un PRD que je vais vouloir ensuite ajouter à mon projet. Et je vais lui dire ce que je veux faire à l'intérieur de ce Product Requirement. Donc, par exemple, je vais lui dire je souhaite créer un Product Requirement Document pour cette application et je veux qu'il soit assez simple, juste des concepts de haut niveau pour ce qu'il faut implémenter dans l'application. L'application va être
une app va être une app de recherche de lieux pour animaux et compagnie, où les propriétaires d'animaux. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent rechercher les endroits acceptant les animaux. Il faut pouvoir aussi les ajouter, les évaluer et peut-être même configurer un profil pour leur animal et leurs endroits préférés. Voilà. Assez long, mais ça lui permet d'avoir suffisamment d'informations pour pouvoir générer un descriptif de cette application, de ce que je vais vouloir réaliser dans cette application. Donc il me dit, voici un document, un PRD simple et orienté haut niveau pour transformer l'application actuelle. Donc on va, plan d'action, synthèse des objectifs, le scope du MVP, puis ensuite concept et objectifs, principaux périmètres fonctionnels. Bref, vous avez tous les détails avec même les API que vous voulez réaliser, que vous devriez réaliser, les API REST minimales pour getPlace, getUser. Donc ça vous donne vraiment, en gros, toutes vos opérations, tous vos traitements que vous allez devoir réaliser à l'intérieur de cette application. Alors, ça a l'air bien. Hop, je recommence. Ça a l'air bien, mais simplifions-le. Simplifions-le et n'ajoutons pas de détails de mise en œuvre. Ni de recommandations pour les services en contact direct avec les clients pour l'instant. Point. Écris tout cela au format markdown.md pour que je puisse l'utiliser dans ma documentation. Logiquement, il devrait me créer un fichier Markdown, si je n'ai pas fait d'erreur dans mon écriture. Voici, je vais produire un document PR simplifié en Markdown. Ouais, mais moi, je voudrais obtenir un fichier. Donc là, il me donne un contenu, mais pas un fichier que je peux copier pour l'insérer à l'intérieur de mon projet. Donc, je vais quand même lui demander, j'ai besoin d'un contenu avec les balises Markdown. Et moi, le code pour le copier ensuite dans un fichier .md. Est-ce que maintenant, il va pouvoir et il va comprendre que je vais faire un fichier MD? Ah, voilà. Je vais générer ci-dessous le contenu Markdown prêt à copier dans un fichier prd petvalue.md, contenu simple et sans détail d'implémentation. Et donc, j'ai ici tout le contenu que je vais pouvoir utiliser. Donc, je vais pouvoir le copier à l'intérieur, par exemple, ici, d'un fichier prd.md. Voilà. À l'intérieur de ce fichier, ça va être assez simple. Tout ce contenu-là, je peux venir ici simplement demander de le copier, ou je peux
l'appliquer dans l'éditeur, donc il va lui-même créer le fichier, ou alors je peux lui demander d'insérer au curseur. Si je fais ça, mon curseur contient maintenant tout le contenu. Je peux donc simplement sauvegarder ce fichier-là et j'ai toute ma documentation disponible en format Markdown, donc disponible pour mes collaborateurs ou pour moi-même pour avoir mes notes de ce que je vais devoir réaliser à l'intérieur de cette application. OK. Donc, qu'est-ce qui peut être intéressant maintenant? C'est de passer peut-être à, non pas simplement lui poser des questions et il me répond et j'interviens, ce qui est déjà pratique, mais de passer au mode argentique, donc au mode agent. Et donc, dans ce mode agent, je vais pouvoir maintenant venir lui demander d'ouvrir, par exemple, dans ma liste des prompts déjà établis, un PRD qui se trouve là, celui que je vous ai montré tout à l'heure, qui décrit un petit peu ce que je veux faire, basé sur le PRD qui se trouve ici en dessous. Je lui demande de générer une page de mon application qui contiendra un style moderne avec un gradient, des couleurs gradients qui sont plus orientées sur le rose, garantir qu'il y a une en-tête de navigation avec des liens qui vont des informations de copyright dans le footer, d'avoir une page qui est responsive, qui aura un mode qui va fonctionner en mode light et en mode dark, et qui va utiliser des photos qui se trouveront dans le répertoire www.route-image, pets et www.route-image, venues. Alors, soit je copie ceci, je l'exécute à l'intérieur de ce mode agent dans ma zone qui se trouve là, mais j'ai également à ma disposition la possibilité d'appuyer sur ce petit bouton pour exécuter directement le prompt sur base du fichier MD. Soit je l'exécute dans un nouveau chat, soit je l'exécute dans le prompt existant si jamais il y a une historique que je veux récupérer. Là, j'ai juste besoin en mode, on va réouvrir, en mode agent, j'ai juste besoin d'appuyer sur ce bouton chat, ici, exécution. Donc là, il va reprendre en quelque sorte tout ce prompt, il va suivre les instructions de ce fichier MD et il va essayer de les appliquer. Alors, il m'a déjà généré en haut un to-do, toutes les actions qu'il va réaliser. Donc d'abord, il va inspecter les fichiers, voir tout ce qui existe à l'intérieur de mon projet. Ensuite, il va faire tout ce qui est implémentation. Donc il va commencer à créer du code. Ensuite, il a pensé faire l'ajout de petits fichiers CSS et JavaScript si nécessaire. Il va tout compiler et vérifier. Et il va me donner un rapport de tout ce qu'il aura fait à la fin. Donc là, il est en train maintenant de réfléchir, de travailler. Alors évidemment, en général, ça prend un peu de temps, ça peut prendre quelques minutes, voire on va dire parfois quelques dizaines de minutes. Mais voilà, le code est là, il commence à créer, il m'a enlevé mon Hello World et mon Welcome, et il est en train de me créer tout ça. On va le laisser travailler, on va voir un petit peu tout ce qui fonctionne et tout ce qui est derrière ce traitement. Il me fait plein de modifications, il est en train de mettre à jour home.resort pour injecter 2 codes JavaScript, c'est ce qu'il me dit. Il a rajouté un CSS média, donc ça je suppose qu'il va venir me le mettre dans mes CSS ici. Il continue à modifier le fichier home. Tiens, il me dit maintenant, je vais vouloir vérifier si tout ça compile. Donc il veut exécuter la commande .NET Build. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il veut interagir avec ma machine, avec mon système, mon PC. Il ne fait pas ça tout de suite. Il me demande, je vais exécuter la commande .NET Build, VSO, dans mon dossier, il va exécuter le CSProc qui est là. Donc je lui dis hello, mais je peux demander de auto-approuver à chaque fois qu'il y aura cette commande. Si je fais hello, il va le faire une fois, et à chaque fois, il va me le demander, évidemment. Donc au début, c'est très bien, et puis à un certain moment, on en a un peu marre pour certaines commandes, où on se dit, vas-y, .NET Build, tu peux le faire tout seul, ne me demande pas à chaque fois la question. Donc ce qu'il fait ici, c'est qu'il fait l'exécution du .NET Build, il est en train de s'exécuter sur ma machine, et il va récupérer le résultat en espérant que tout compile. Si ça compile, il va dire OK, je passe à la suite. Est-ce que je peux accéder à ça? Oui, tu peux, oui. Ça prend un peu de temps. Je ne sais pas pourquoi ça prend autant de temps d'ailleurs. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui tourne peut-être sur ma machine. Peut-être le système dans lequel on fait la diffusion pour le moment. Donc il est en train de vérifier et il me dit est-ce que tout ça va fonctionner? Si jamais ça prend un peu trop de temps, on essaiera de le faire nous-mêmes ou de recommencer la commande. Je ne sais pas ce qu'il a mon PC, pourquoi il compile pourquoi il met autant de temps pour compiler. Peut-être un timeout qu'il va avoir à un moment donné. Allez. Entre-temps, qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine dans les loges? Ouais, on enregistre le Blazor D, on l'a dit.
sais pas ce qu'il fait. 75 secondes, 76 secondes pour compiler un simple projet qui est quasiment pas plus qu'un Hello World, ça fait quand même un peu beaucoup. Hein. J'ai l'impression. Ouais, mais pas. Ah, Est-ce que... ça y est. C'est le restore qui prenait 80 secondes. Ça a pris beaucoup de temps ton restore? Bah ouais, je sais pas ce qu'il a. Hein. Peut-être parce qu'on est en ligne et qu'on est en train de diffuser du contenu. Peut-être. Ça devrait quand même aller plus vite que ça. Bref, voilà. Donc, il a maintenant compilé. 100 secondes pour juste faire un compile. Ça me paraît quand même beaucoup, mais enfin bon. Précise que c'est bien ta machine et pas GitHub Copilot qui prend autant de temps. C'est ma machine, ouais. Quand on a refait la démo la dernière fois, ou quand je le fais, de toute façon, toujours en offline, ça, en général, ça va plus vite. Bah donc maintenant, il continue, il est à la phase de reporting, il me dit, bah, tiens, voilà, tout ce qui est en train d'être appliqué, et tout ce qui a été fait sur votre machine. Et à la fin, il me dit, voilà, j'ai modifié un fichier, est-ce que je veux garder ça ou pas? Je peux faire un undo si je suis pas d'accord et recommencer parce qu'il manque quelque chose. Là, je peux lui dire, ok, garde-moi tout ça, keep. Ce qui m'étonne, c'est qu'il a l'air d'avoir oublié l'étape du CSS. On va lui faire confiance dans un premier temps et on va lui demander de réexécuter le projet, voir un peu à quoi correspond ce nouveau résultat maintenant. Alors, il recompile, voilà, il a exécuté, je suppose que c'est le même port, 54, ouais. Ah bah si, il y a quand même un peu de CSS qu'il a mis certainement dedans, je ne sais pas où, je peux aller voir. Il y a des classes, est-ce qu'il a modifié des CSS? Non. Il les a peut-être mis à l'intérieur, je ne sais pas où il a été mettre ses classes. Il y a du code. Ah oui, voilà, il a mis les styles ici. Je pensais qu'il les aurait mis dans le CSS. Il a mis les styles à la fin du fichier. Bref, donc il m'a créé ici une page avec ce que j'ai demandé, un peu sur le rosé. Logiquement, il y a un bouton qui permet de passer au mode light et au mode dark, effectivement. Ah, il y a des images qu'il n'a pas trouvées. Il a été les chercher je ne sais pas où. Peut-être qu'on va lui dire de corriger tout ça ou de retraiter d'autres informations présentes sur la page. On peut continuer évidemment à discuter avec lui et lui demander de modifier tout ça. Ce que je pourrais lui demander, c'est ici, je vais déjà arrêter cette exécution, voilà. Ce que je peux lui demander maintenant, c'est par exemple d'exécuter cette application dans un browser, simple browser. Run this app and open it in the simple browser. Hop. Donc, il va logiquement recompiler, réexécuter l'application. En gros, faire ce que je viens de faire maintenant. Il a lu le launch settings. Il me refait un .NET Watch Run sur mon projet. Très bien. Lui, il le met en mode watch et pas juste en mode run. Et il me l'exécute dans le simple browser. Alors, le simple browser, c'est ceci. Je pense qu'il ne me l'a pas exécuté. Ouais, il me l'a mis sur l'adresse 5039. Par contre, le simple browser, il a mis une autre adresse. C'est pas sur le bon. À mon avis, dépend. Localhost. Hop, voilà. Donc, le simple browser, donc c'est, on va dire la même chose ici. Qu'est-ce que c'est? C'est mon navigateur intégré dans un navigateur simple de VS Code qui va me permettre, via ce petit bouton, d'interagir, de donner du contexte à mon agent, à mon chat ici, du contexte sur ce que je veux faire. Par exemple, je peux lui dire, tiens, j'appuie sur Start, je vais naviguer, je vais lui dire, voilà une zone, un div feature, ce qu'elle a, je la sélectionne, il me la rajoute à l'intérieur de mon chat en me disant, voilà la zone que je vais vouloir, sur laquelle je vais interagir, j'ai même un petit screenshot pour me montrer que c'est bien cette zone-là, et je peux lui dire à ce niveau-là de traduis-moi cette section en français. Et donc, je peux lui demander de traduire cette section, mais de manière contextuelle. Donc, il sait que c'est cette partie-là, et il ne va pas logiquement traduire le reste, mais il va quand même traduire uniquement cette partie. Donc, il m'a ici mis la partie du code que je veux pouvoir utiliser, que je peux insérer à l'intérieur de mon application. Je peux la sélectionner ou je peux demander de l'appliquer directement sur mon code. Bon, moi, ici, si je veux, je peux retourner dans ma page, retourner sur la partie c'était découverte des lieux, je pense, ça devait être celle-ci. Hop, et je peux faire un coller de cette partie-là, réexécuter, enfin sauver mon code, il va me faire un file update, revenir dans mon simple browser, et après quelques secondes, il devrait rafraîchir cette page. Hop,
et afficher la partie ici, maintenant en français. Donc je peux interagir sur les différentes zones, et c'est quand même évidemment beaucoup plus simple de pouvoir lui spécifier quelle zone et quelle partie du DOM de mon navigateur je vais vouloir utiliser. OK. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus avec ce mode de chat? Si je fais un peu le ménage ici, je vais pouvoir, maintenant que j'ai fait cette partie et modifié mon code, revenir dans mon éditeur Git et lui dire, bah, tiens, je vais remonter ce code à l'intérieur d'une nouvelle branche. Donc d'abord, je vais demander de créer cette branche, créer une nouvelle branche, je vais l'appeler user des voiturons DevApps Demo. Voilà, je suis sur la branche DevApps Demo. Et cette branche, ben, je vais pouvoir remonter ce code. Évidemment, on a toujours besoin de mettre un commit, mais j'ai maintenant à ma disposition un petit bouton qui va me dire « Génère-moi le commit à ma place ». Toujours bien pratique. Et donc, le commit, c'est quoi? Ben, il a remis en forme la home page avec une page qui est responsive, un design, une navigation et des features de sections, des sections de features pour ajouter un thème avec un bouton qui me permet de modifier le thème dark ou le thème light. Ben, je peux simplement lui dire, ben, OK, c'est très bien. Voilà mon commit. Je peux publier la branche. Il remonte cette branche sur mon repo GitHub. Et je vais donc pouvoir maintenant aller sur ma partie pull request. Il faut que je choisisse. Je vais dire celui-là. Non, je n'ai pas accès à celui-là. Bon, tant pis. Imaginez que j'ai accès et donc je peux remonter mon code. Sinon, il faut que je me reconnecte avec mon utilisateur. Donc, je vais pouvoir créer une pull request. Et cette pull request, sur base de ce que je suis en train de faire ici, je me retrouve donc dans cette nouvelle extension avec exactement la même chose. Donc là, il m'a déjà remis le contenu de mon titre, mais j'ai à ma disposition la possibilité de régénérer ce code, ce descriptif, exactement de la même manière, avec un descriptif plus complet pour créer ma pull request. Et je peux aussi demander de faire un code review. Donc, si je demande de faire un code review sur mes fichiers, je peux appuyer sur ce bouton Copilot Code Review, et là, il va envoyer au chat mes deux fichiers qui ont été ici ajoutés à ma branche, à ma pull request, pour pouvoir venir me dire, sur base de mes naming conventions, sur la manière dont je veux travailler, m'expliquer quelle est la meilleure manière de faire et comment réaliser ce genre de traitement et de correction si jamais le code n'est pas tout à fait correct par rapport à ce que je veux faire. Donc là, ça va encore prendre un petit peu de temps, évidemment, pour pouvoir mettre tout ça en place. Je ne sais pas si on va attendre. Bon, pendant qu'il cherche, je vais continuer sur une des dernières opérations que je vais vouloir vous montrer. C'est si je crée un nouveau chat, ce dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Bon, il prend un peu de temps quand même. On va annuler le code review. En mode agent, quand je suis en mode agent, pas en mode ask, mais si je me mets en mode ask, on ne le voit pas, mais si je me mets en mode agent, j'ai à ma disposition là un petit bouton qui est configuration des outils. Configuration des outils, ça m'ouvre ceci, une fenêtre qui me donne des extensions liées au module de chat. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure les MCP, les MCP serveurs. On a des MCP serveurs built-in qui existent, donc intégrés de base dans VS Code, notamment tout ce qui est analyse des problèmes. Donc je peux lui dire, tiens, j'ai des problèmes dans mon code, il va pouvoir aller lui-même voir dans la fenêtre des problèmes ce qui se passe, exécuter des commandes, même chose, et j'ai toute une série d'autres opérations derrière, exécuter des tâches, accéder à la rubrique des to-do. Il y a quelqu'un qui est en train de taper avec son clavier et c'est un peu casse-pied. Il ne te reste plus que 5 minutes. C'était la façon de pouvoir le dire. Ah, je vais aller vite. Donc, on a ici toute une série de MCP déjà built-in, mais vous pouvez rajouter vos propres MCP. Pour rajouter vos propres MCP, vous avez à votre disposition soit un add MCP server qui vous permet de dire, voilà l'URL des MCP que je veux utiliser, voire vous pouvez browser des MCP serveurs sur le serveur VS Code, sur l'URL de VS Code de Microsoft. Par exemple, installer le GitHub. Si j'installe GitHub, si j'installe l'extension MCP GitHub dans mon VS Code, je vais avoir à ma disposition, je vais m'authentifier, voilà, avec mon utilisateur. Open.
Et donc, qu'est-ce qui se passe quand je vais avoir cette extension VS Code? Ben, je vais retrouver en plus, oui, là j'ai beaucoup d'outils, donc il me le signale, j'ai un MCP serveur lié à GitHub. Et lui va pouvoir se connecter sur GitHub, sur mon GitHub, puisque je suis authentifié maintenant, pour aller, ben, par exemple, récupérer des informations, des get, sur mes issues. Et donc, je pourrais très bien lui dire quelles sont les PR existantes dans ce repo. Et donc, comme il a accès à une extension GitHub qui va pouvoir se connecter, il va détecter déjà que DPR, c'est lié à GitHub, donc il va me dire, ah ben, je suis en train de vérifier, d'aller voir comment faire pour obtenir cette information, et il va donc pouvoir récupérer sur GitHub le contenu, ben, dans ce cas-ci, de toutes les PR. Après, je pourrais lui dire, ben, tiens, j'ai une issue qui est l'issue numéro 2, donc voilà, là, il optimise pour aller chercher le bon outil. Je vais pouvoir lui dire, tiens, j'ai une issue numéro 2, je veux travailler sur cette issue, crée-moi une nouvelle pull request sur base de cette issue. Donc voilà, là, il me dit, je dois accéder à la liste des pull requests. Ah, il me dit, j'ai pas de pull request. Je ne sais plus, je vais peut-être valider les pull requests, ça c'est bien possible. Les pull requests visibles ou pas. Donc je pourrais lui dire, maintenant, peux-tu travailler sur l'issue numéro 2 et créer une pull request sur base de ça. Donc il va aller simplement chercher le contenu d'une issue, obtenir le texte de cette issue, commencer à travailler dessus, modifier le code exactement comme on l'a fait tout à l'heure. De la même manière. Donc voilà plein de choses qu'on va pouvoir utiliser. Tout ça se retrouve dans ma présentation. Et si je veux simplement un petit peu terminer sur base de ça, on a vu ainsi un peu toutes les fonctionnalités de ce nouveau, entre guillemets, ça fait quand même quelques semaines ou quelques mois qu'il est dispo, mais de ce nouveau mode agent disponible dans VS Code. Si vous voulez le tester par vous-même, vous pouvez simplement aller sur ak.ms/copilotfree pour créer un compte gratuitement pour pouvoir tester tout ça pendant quelques temps. Vous pouvez l'utiliser dans VS Code, Visual Studio, JetBrains, j'ai déjà expliqué tout ça. Vous pouvez utiliser les derniers modèles, GPT-5 est déjà là, Gemini 2.5 est déjà là aussi, Claude Sonnet 4 aussi, mais vous pouvez utiliser vos propres clés si vous avez envie d'accéder à vos propres modèles de LLM à l'intérieur. Donc vous avez un Manage Models dans lequel vous créez votre propre clé. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui change au niveau de l'écran. Ok, on est revenu sur mes slides. Donc, au niveau de la personnalisation, vous pouvez rajouter vos propres prompts. Et donc, vous avez à ce moment-là, par exemple, ici, je crée un research prompt dans lequel je peux rajouter mes propres outils. Et donc, vous aurez à votre disposition la possibilité d'ajouter votre propre flux de travail avec vos propres fichiers d'invite, vos instructions personnalisées, vos modes personnalisés, etc. Et si vous allez sur un site qui est le site de Awesome Copilot, donc Microsoft, github.com, non, ak.ms/Microsoft Awesome Copilot, vous retrouverez une liste de toute une série de prompts intéressants que vous pouvez utiliser et remplir pour créer vos propres fichiers, pour plein de choses, toute une série de choses qui peuvent être intéressantes pour tout ça. Y compris des modèles MCP qu'on va pouvoir utiliser dans tout ça. Et j'ai déjà parlé aussi du mode Simple Browser, dans lequel on peut récupérer toutes les informations pour pouvoir alimenter le contexte. VS Code, c'est pour faire du code, mais si vous voulez faire également du data science, vous avez aussi à votre disposition toute une série d'outils qui vous permettent directement de faire de l'analyse de données dans VS Code. Donc, ce n'est pas lié uniquement à VS Code. Vous allez avoir plein de choses. Et je l'ai déjà dit, c'est open source, je le redis simplement sur ça. Donc voilà, messieurs. Êtes-vous toujours là ou êtes-vous partis? Je ne t'entends pas. Je suis toujours là et Christophe a dû malheureusement s'absenter. Ah, bon, c'est pas grave. On lui expliquera à la fin. Voilà. On lui dira qu'il peut revoir ça en replay sans problème sur YouTube et tout le reste. Ouais. Il y a juste un point sur lequel Christophe m'a demandé d'interagir, c'est que lui, durant le VS Code Dev Days à Jean Blou, donc chez Onirix, il a fait un petit workshop qui était gratuit. Enfin, il a fait la présentation d'un petit workshop que vous pourrez retrouver sur... alors, de façon volontaire, j'ai repris ça sur mon GitHub. Donc, si vous allez sur Sache à Clairbois, vous allez retrouver ce gentil workshop. Et ce workshop, vous allez retrouver, donc si je viens directement sur ma présentation, le premier projet Pint, c'est VS Code DevD Jean Blou. Et dans ce projet, vous allez pouvoir, si vous descendez un peu plus bas, revoir un petit peu tes slides
qui sont disponibles. Donc là-dedans, on va retrouver tes slides, mais on va aussi pouvoir retrouver l'atelier, les workshops que Christophe a présentés. Dans ces workshops, on va retrouver pas mal de choses. Donc, c'est ça qui est assez cool, c'est qu'on a plusieurs types de workshops. On va avoir la partie orientée pour les nouveaux, les novices, les beginners. On va avoir une partie intermédiaire, la partie advanced. Et dans tous les cas, au niveau des workshops, c'est gratuit, c'est facile à mettre en place. Donc, par exemple, si je veux prendre le PET workshop, vous venez ici, vous avez la faculté de pouvoir commencer à faire step by step. Il vous explique vraiment comment on peut mettre ça en place. Et vous pouvez l'utiliser avec les CodeSpace. Donc, pour ce faire, simplement, il faut appuyer sur virgule. Et ça va créer un petit workspace, un petit CodeSpace qui est gratuit, parce qu'on est sur le repository de GitHub. Et ça va nous permettre de vraiment pouvoir commencer à jouer avec cette partie-là. Tout ce qu'il vous faut, c'est un compte GitHub Copilot. Vous avez la possibilité de pouvoir le faire gratuitement. Alors, ça fonctionnait, maintenant, voilà, ça fonctionne toujours. Non, ça va. Bougre, ça fonctionne normalement. Oui, c'est ce que je disais aussi. Tu vois, il y a des problèmes de réseau pour le moment, c'est terrible. Il y a l'effet démo qui est extraordinaire. Et donc, c'est parce que nous, on est le matin et que du coup, les Américains, ils dorment et donc ils en profitent pour mettre à jour des serveurs. Peut-être, j'en sais rien. C'est l'effet démo. Voilà, exactement, les effets démo. Donc, je vous invite réellement, si vous voulez commencer à explorer cette vision des choses au niveau de GitHub Copilot. C'est assez sympa parce que c'est gratuit, ça vous permet réellement de pouvoir comprendre step by step. Et pour aller plus loin, on va mettre les liens de tout ça dans les notes de l'émission. Exactement. Et alors, un dernier point qui est assez sympa, c'est que Microsoft a mis en place il y a quelques années, maintenant, enfin une année ou deux grand max, ce qu'on appelle des applied skills. Donc, c'est des certificats qui vous permettent de pouvoir suivre une formation sur Microsoft Learn. Donc, vous allez suivre directement. Enfin, ici, je suis pas dans le bon, je suis dans Copilot Studio, mais si je viens ici dans GitHub Copilot, je vais avoir plein de certifications, enfin, plein de applied skills disponibles. Et parmi les applied skills, il y en a un qui est assez sympa, qui est Accelerate App Development by Using GitHub Copilot. Et ça vous permet de pouvoir suivre une formation qui dure environ 6h30 avec des workshops, avec des unités. Tout ça expliqué step by step dans Microsoft Learn. C'est gratuit. Et au bout de toute cette de tout ce learning, de tout ce pass, cette journée, 6 heures, ça fait une journée. Hein. Oui, voilà. Vous allez pouvoir passer un assessment de 2 heures. Alors, moi, je l'ai fait en une demi-heure. Après, c'est parce que j'ai l'habitude de l'utiliser. Et ça vous permet de gagner un petit credentials. Ce credential, ça vous permet de valider que vous avez bien suivi la formation GitHub Applied et que vous avez bien réussi cette partie-là. Donc, si je reprends tous mes credentials, donc tout ça, c'est les credentials que j'ai déjà passés. Si tu veux bien me donner le bon, s'il te plaît. View all. L'effet démo aujourd'hui, il est extraordinaire. Bon, j'en prends un autre. Imaginons que je prends le Semantic kernel. Même voilà. Sur le web, on n'y arrive plus. C'est ça. Donc ici, j'ai bien le Semantic Kernel. Je reçois un beau petit diplôme que je peux potentiellement imprimer, qui est online verifiable. Donc, ça veut dire que ce certificat, je peux le mettre sur LinkedIn et les directeurs ou autres recruteurs, quand vous voulez passer une interview, peuvent venir vérifier que vous avez bien passé ça avec succès. Ceci garantit que vous avez réussi. Alors, contrairement aux certifications classiques de Microsoft, celle-ci, vous vous retrouvez dans une sandbox. Donc, vous allez vous retrouver dans une machine virtuelle à l'extérieur, enfin, dans un cas concret et pas dans une idée de faire de la théorie pour de la théorie. Donc, ça, c'est assez cool. On teste vraiment les outils. Ce n'est pas juste des cases à cocher pour dire les FAQ, pour dire j'ai fait, j'ai pas fait. Ça part. Ceci dit, l'avantage des The Applied Skills, c'est qu'on peut le faire de chez soi, c'est gratuit. Par contre, les certifications Microsoft, elles restent toujours payantes, mais sont potentiellement parfois plus intéressantes pour valoriser plus de l'expérience sur du long terme. Parce qu'ici, au niveau des Applied Skills, on est vraiment sur un pass qui est très orienté par rapport à un produit ou un projet en tant que tel, sur une partie du projet. Si je prends, par exemple, la partie Azure, la certification Azure est beaucoup plus large que simplement de venir faire ça. Et donc, voilà. Intéressant. OK. C'est gratuit, c'est sympa. Ça nous permet de pouvoir apprendre facilement et d'avoir des trucs cool. OK, parfait. Écoute, on peut tester, vous pouvez tester tout ça, et donc et venez nous voir dans quelques jours au Blazor Day, on l'a déjà dit, et on se retrouve de toute façon après pour un prochain épisode. On a déjà reçu quelques propositions. Si ça vous intéresse d'ailleurs, on a rajouté un nouveau bouton pour devenir speaker au niveau de DevApps. Vous allez sur le site devapps.ms et vous aurez en haut à droite, je pense, un bouton qui permet simplement de
de s'inscrire. C'est un Sessionize derrière, donc vous décrivez votre session, nous on reçoit un petit mail et on peut discuter pour voir quand planifier tout ça, si c'est intéressant, si ça l'est pas, pourquoi pas, mais en général, ce que vous proposez est souvent très intéressant, donc il n'y a pas de raison non plus. Et donc voilà, Denis, ce que je te propose, c'est de dire à donner un petit rendez-vous à tout le monde pour la semaine prochaine, ou pour le Blazor Day. Oui. Déjà. Oui, et le 25, 17h, heure de Paris, heure européenne. Exactement. Mais aussi pour ceux qui veulent débriefer ou discuter du Blazor Day en direct, on a toujours notre communauté sur Slack, sur laquelle on va créer temporairement un petit canal pour permettre à tout le monde de pouvoir discuter en direct, tout en sachant que nous, au niveau de Christophe, toi et moi, on sera en direct dans la régie, on regardera un petit peu les commentaires et on demandera, et potentiellement les questions que vous allez poser, on les posera au speaker directement lors du direct. Vous pourrez aussi, lors du Blazor Day, poser vos questions en direct sur YouTube, mais le plus simple et le plus convivial, ça sera sur notre plateforme DevOps, sur notre Slack. Ouais, on sera moins nombreux, on parlera français, évidemment, voilà. alors que l'autre c'est en anglais. Et si vous n'avez pas de Slack, si vous n'êtes pas encore inscrit ou dans le Slack de DevOps, même principe, tout se trouve sur le devops.ms, sur le site web. Vous avez sur le côté gauche la possibilité de vous inscrire, un petit formulaire. En gros, c'est votre nom, votre prénom et si vous voulez vous inscrire au Slack ou pas. Et c'est tout, et ben, vous recevrez ça, vous serez inscrit directement dans notre Slack et ça sera bien sympa de pouvoir continuer à discuter. Exactement. Donc voilà, autre chose à rajouter, monsieur Adrien? Non, c'était un plaisir de te laisser le micro. Et comme je te remercie à nouveau pour lundi d'avoir fait à Jean Blou cette super présentation que tu as pu retranscrire maintenant. Ben, j'espère que j'ai été clair. Pas trop long, j'étais moins long. Ceux qui étaient à Jean Blou, j'étais moins long qu'à Jean Blou, tu remarques? J'ai fait moins qu'une heure. Exactement. C'est parce qu'à Jean Blou, tu devais toi présenter après. Donc comme, oui, mais tu m'avais déjà court-circuité à Jean Blou. Oui, bah, ici aussi, j'ai parlé d'MCP Server. Apparemment, tu veux en parler toi-même. Donc, il faudra peut-être que tu fasses une session pour comment les développer, comment les déployer, comment mettre tout ça en place. Mais je te propose, je vais aller remplir le Sessionize avec la présentation que je voudrais faire et à voir si les organisateurs de DevOps vont accepter ma session. Voilà, c'est ça. On te recontactera pour voir si c'est intéressant. Je te remercie. On va peut-être changer de casquette, mais à part ça, ça va. Ah oui, il y en a une qui traîne là-bas. Chers amis, merci. Denis, merci. Allez, merci beaucoup. On se dit à la prochaine. À bientôt. Salut, à bientôt. Salut, salut.